Bonjour Patrice, ça va Patrice? Bonjour. Oui, François, comment vas-tu, toi? Très bien, je te remercie. Alors, on fait cette petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'audit de surveillance Ah, et on va aborder plusieurs questions comme comment ça va se passer, la durée, les hmm, non-conformités potentielles les plus élevées, comment l'auditeur va aborder l'audit de son point de vue à lui. Que faire si jamais ça s'est mal passé au premier audit initial? Quels sont les risques? Est-ce qu'il est possible de se faire accompagner par un auditeur, par un expert, on va dire plutôt par un hmm, consultant expert le jour de l'audit? Les points de vigilance que tu vas nous recommander? hmm. Des conseils également, si tu as des conseils à nous partager. Et enfin, les risques. Quels sont les risques de cet audit si jamais on le rate? Alors, je te propose de commencer par ce premier point. Patrice, comment, d'après toi, va se passer l'audit de surveillance? Eh bien, c'est tout simple, hein. Donc, l'organisme certificateur doit prendre contact avec l'entreprise, hein, certifiée. Alors, quelques temps avant, puisqu'en règle générale, bon, comme les audits commencent entre le 14e, enfin, les audits de surveillance sont lieu entre le 14e et le 22e mois, en règle générale, hein, les organismes vont prendre contact à la date anniversaire, hein, ce qui vous laisse le temps. Alors, ils vous envoient un mail. Alors, faites attention si vous avez changé d'adresse mail ou si les responsabilités ont changé. N'oubliez pas de les regarder dans les boîtes mail. Après, vous allez recevoir un mail et vous aurez la possibilité de choisir votre date, hein, parce que vous n'êtes pas pressé, hein, parce que vous avez plusieurs mois pour vous retourner. Alors, vous choisissez. Alors après, si le premier audit était en présentiel, ce sera en distanciel pour le second, hein, l'audit de surveillance. Et la chance que vous avez, c'est que vous allez retrouver le même auditeur qui vous connaît, qui va être très content de vous revoir parce que bon, si quand ça s'est bien passé à l'audit initial, il n'y a pas de souci. Quand ça s'est bien passé. Oui, quand ça s'est bien passé. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail comment ça va se dérouler? Alors, comment ça va se dérouler? L'audit initial, c'était l'auditeur regardait critère par critère, indicateur par indicateur. Bon, après, il est pas obligé de faire la même chose, hein, pour l'audit de surveillance. Alors, il va vous envoyer un plan d'audit, c'est sûr certain, dans lequel vous aurez les indicateurs et les uns après les autres. Donc, c'est possible de faire comme ça. Alors après, pour ma part, pour en avoir fait quelques-uns, j'aime bien commencer par poser des questions sur les évolutions, hein, comme à l'audit initial, on parle du contexte, hein, de l'environnement je dirais, de l'organisme. À la phase, je dirais, surveillance, j'aime bien savoir s'il y a eu des évolutions, hein, s'ils ont eu des nouvelles formations, s'il y a eu des modifications, hein, sur les formations existantes. Donc, ce qui permet de revoir un peu le périmètre et savoir s'il y a eu des évolutions, hein. Donc après, alors, si vous avez eu des évolutions sur les programmes, n'oubliez pas, hein, de mettre à jour les déroulés pédagogiques, hein, parce que c'est important, c'est peut-être une conséquence. S'il y a des nouvelles formations, c'est l'occasion d'aller voir gérer les nouveaux déroulés pédagogiques, voir s'ils sont conformes par rapport à ce qui était défini auparavant. Après, on regarde des dossiers, hein, donc dossiers de formation parce que on va voir la mise en application pratique. Euh, Donc, comment, quand oui, tu dis un dossier de formation, juste pour expliquer, le dossier de formation, c'est une session de formation qui a été réalisée. hmm, On prend le dossier complet avec toutes les traces formalisées, avec les enquêtes de satisfaction, les atteintes des objectifs des apprenants, voilà, voilà, hein, voilà. tous les documents. Tous les documents, une session. Alors on en regarde plusieurs, hein, parce que donc ça permet. Alors on fait un prélèvement, donc c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons les dossiers, hein, c'est pas l'organisme qui va les choisir. Hein, c'est nous qui choisissons. On dit, bah, si on va regarder un dossier du mois de février ou du mois de mars dans l'an dernier, hein, un du mois de septembre, et puis on en regarde plusieurs comme ça. Ça permet de voir si les pratiques sont régulières aussi, hein, d'accord. La conformité des documents aussi, hein, si tous les documents y sont, notamment la fiche de présence, la fiche de satisfaction stagiaire. Alors faites attention s'il y a des annotations sur les fiches stagiaires,
Et l'auditeur peut vous dire, ah, attendez, oh, c'est quoi cette annotation? Ça me paraît important ou pas important? Comment vous l'avez traité, vous, de votre côté? Hein. Est-ce que, par voie de conséquence, vous avez enregistré plusieurs petites remarques comment dire, de cet acabit-là, hein, pour pouvoir dire, voilà, bah, attendez, là, on a une redondance, hein, au niveau des remarques. Ben, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Donc Après, on peut s'attendre à le trouver dans le plan d'amélioration continue, par exemple. oui, ou alors d'avoir enregistré une petite, même pas une non-conformité, mais d'avoir enregistré un aléa, hein, qui va se retrouver dans le plan d'action et voir ce qui a été fait, hein, éventuellement. Après, est-ce que, en examinant les fiches de présence, hein, alors notamment si vous avez des formations longue durée, comment vous avez géré comment dire, les abandons en cours de formation? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Hein, et s'il y en a eu, comment vous les avez gérés? Hein, ce qui permet de voir un peu, bon, cet indicateur-là qui permet pour dire attention, monsieur, il faut vraiment aller chercher les informations, prendre contact avec le stagiaire et voir avec lui pourquoi il a abandonné. Vous voyez. Mhm. Après, on voit bien sûr le bilan, hein, le bilan de la formation fait par le formateur. Donc, est-ce qu'il a bien enregistré ses moyennes sur les indicateurs, est-ce qu'il a bien traité toutes ces informations? Est-ce qu'il s'est prononcé aussi je dirais, sur le fait qu'il a abordé tous les sujets et qu'il a traité toutes les phases de la formation? Ensuite, on peut aller voir, par rapport à ça, la production des indicateurs de satisfaction. Si vous avez peu de remarques et donc vous devez avoir un indicateur de satisfaction qui est bon. Par contre, si l'auditeur voit quelques remarques, voire beaucoup de remarques, et un indicateur de satisfaction qui est au beau fixe, on va vous demander, bah, tiens, comment se fait-il que ce soit pas trop en correspondance, Mhm. hein, on va aller voir un peu vos tableaux d'enregistrement. Et puis après, il y a une phase aussi qu'on peut aller voir, bien sûr, si des nouveaux formateurs sont rentrés, hein, comment enregistrer leurs compétences, et le maintien, hein, des compétences et des évolutions des compétences des formateurs. Hein. Alors le lien, vous le voyez tout de suite, hein, le lien direct avec le plan de formation. Est-ce que Mhm. ce plan de formation a été complété? Est-ce qu'il est suivi? Et est-ce que effectivement on a bien fait ces formations? Donc on va aller voir les attestations de fin de formation pour les formateurs. Mhm. Alors faites attention, si vous avez des dates de fin de validité, hein, sur certains formateurs pour des compétences, vérifiez bien que cette fin de validité a été anticipée. Ah oui, dans le cas d'un besoin en renouvellement, c'est ça? Oui, par le SST par exemple, hein. Sur le Mhm. SST, il y a obligatoirement une date de fin de validité. Donc là, il faut vraiment suivre. Alors, bon, ça se fait parce qu'il y a FortPrev, hein, qui permet de vous alerter, mais faites attention quand même. Il n'y a pas que ça. Ouais. Ok. Donc, quelle va être la durée de cet audit de surveillance? Alors, la durée de l'audit de surveillance, si vous avez eu un premier audit initial d'une journée, eh ben là, on est sur une demi-journée, hein. Donc, vous imaginez bien que ça va très vite, hein. L'auditeur ne va pas traîner, hein. Il n'est pas là pour traîner, il est là pour évaluer je dirais, la régularité de la mise en œuvre de votre système. C'est pour ça qu'il faut être prêt, hein. Il faut vraiment alors, il peut regarder, il y a certains indicateurs qu'il va aller regarder en profondeur, hein. S'il voit, par exemple, qu'on a parlé tout à l'heure, hein, que vous avez des annotations et que celles-ci n'ont pas été traitées, et il va aller voir, attention, il va peut-être regarder plusieurs dossiers, ne regarder, hein, que les fiches d'évaluation, voir s'il y a des annotations. Il va aussi aller voir les retours d'enquête de satisfaction client et pour les OPCO. Pareil, s'il y a des observations, est-ce que vous les avez prises en compte? Voir après, on peut pas tout écrire non plus, mais il faut vraiment qu'il y ait une trace s'il y a vraiment une non-conformité ou un écart. Par exemple, si comment dire, le client s'est plaint, bah, tiens, j'ai pas reçu la fiche de présence en temps et en heure, ou l'OPCO se dit, bah, tiens, votre dossier est incomplet plusieurs fois, qu'est-ce que vous avez fait pour éviter ce genre de désagrément, en fait. Mhm. Hein.
D'accord. Donc, oui, une demi-journée pour faire 23 indicateurs pour un OF traditionnel, en comptant une réunion d'ouverture, de clôture, en calculant rapidement, ça fait 6 à 7 minutes pour chaque indicateur. Donc, on peut en effet, enfin, ce que tu disais, hein, c'est qu'il y a des indicateurs où il va passer très vite, l'auditeur, puisque c'est des indicateurs qui ont déjà été acquis, et d'autres qui vont être beaucoup plus délicats, sur lesquels il va aller plus en profondeur. Bah, quand on regarde les dossiers, on en voit beaucoup d'indicateurs, hein. Oui. On en voit énormément. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste les indicateurs alors sur lesquels les OF n'ont pas bien l'habitude de travailler, hein. C'est les indicateurs de satisfaction, par exemple, hein, et tout ce qui concerne la veille. La Mhm. veille, et le traitement des non-conformités, des réclamations et l'amélioration continue, hein. Donc tout ça, c'est des indicateurs sur lesquels les OF n'ont pas vraiment l'habitude de travailler. C'est un peu du management de la qualité, donc on va passer du temps dessus, c'est sûr et certain. Oui, donc c'est là qu'on aura certainement les plus gros risques Mm. de non-conformité. Donc, est-ce que tu peux nous donner, selon toi, les indicateurs qui risquent de générer le plus de non-conformité sur cet audit de surveillance? Ah, bah, les classiques, hein, le 23, le 24 et le 25, hein, parce que là, La c'est la veille? veille et preuve de veille. Il ne suffit pas de dire j'ai mis en place une veille, mais depuis un an et demi, il ne s'est rien passé. Non, ça va, ça non, non, non. Un auditeur moyen, bien câblé, il va dire attendez, monsieur, j'ai regardé, j'ai ma veille. Alors, un auditeur a sa veille aussi, hein, sur la réglementation. Bien Il va sûr. pouvoir vous dire, attendez, il y en a quelques-uns, et si vous les avez pas vus, là, boum, hein, ça tombe, hein. Après, il y a Plus, oui, plus la vas-y. mise en exploitation après de Oui, l'information issue de la veille, donc avec des cas concrets à présenter. oui, il faut aller jusqu'au bout. Oui, ça, oui, là, tu as raison. Là, dans ce sens-là, il suffit pas d'identifier, hein. La veille, c'est l'identification des textes. L'appropriation, est-ce que j'ai besoin de faire une modification dans mon système? Et si j'ai besoin de faire une modification de mon système, bah, qui va le faire? Alors, si c'est un organisme assez important, bien sûr, et dans quel délai? Ensuite, on peut toujours vérifier que ça fonctionne, hein. On va vérifier l'efficacité de cette action que l'on a inscrite au plan d'action, en plan de suivi veille. Et voilà, et puis derrière, on a la preuve de, hein. Mhm. Après, il y a la mise à jour des indicateurs de performance qu'on disait tout à l'heure, hein. Suffit pas de dire j'en ai mis un l'année dernière. On arrive en milieu d'année, cette année, on a toujours les indicateurs de 2021. Non, il faut les mettre à jour à la fréquence à laquelle vous avez défini. Alors n'oubliez pas, hein, que l'auditeur, lui, a le rapport de l'an dernier, hein, les promesses que vous lui avez données, hein, il va les connaître, il va les lire, il va s'en rappeler surtout. Ouais. Il va s'en rappeler. Ok. Voilà. Et puis on a parlé de la partie, oui, amélioration continue aussi, qui risque d'être assez délicate, qui pourra générer des non-conformités, car un manque d'habitude peut-être des organismes, c'est nouveau pour eux. Ouais, ouais, c'est surtout ça. Donc c'est les plans d'action d'amélioration continue issus du recueil des appréciations des clients, des stagiaires, des formateurs, et tout Et de ça la qui sont veille. des points de départ d'amélioration. Ah oui, oui, toutes les améliorations. Après, il faut, comment dire, une amélioration, il peut y avoir deux, trois ou quatre actions, hein. S'il n'y a rien au bout d'un an et demi, bon, on va peut-être se poser la question, monsieur, votre système d'amélioration n'est pas très performant, hein. Vous n'avez pas identifié d'amélioration. Alors, bien sûr, vous pourrez dire, bah non, attendez, j'ai un taux de satisfaction à 99, voire 100%. Je ne vois pas pourquoi j'améliorerais, je dirais, ma situation. Peut-être pas, mais bon, vous avez peut-être aussi comment dire, de l'efficience à chercher quelque part, hein, sur l'utilisation des documents, alors, 23, sur le 24 ou le 25, les indicateurs, hein, surtout le 25, hein, peut-être d'améliorer vos supports de formation. Vous voyez, votre méthodologie aussi. Donc, Mhm. ça, c'est des évolutions. L'amélioration continue, c'est une volonté interne, hein. Donc, il y a une volonté interne d'améliorer ses performances,
et d'améliorer je dirais, sa productivité. Et il y a une volonté qui est induite aussi par les réclamations. Donc ça, c'est les clients qui vont vous pousser un peu dans les comment dire, pour initier des actions d'amélioration. Mais vous pouvez le faire vous-même. Bien Un sûr. auditeur vous dira, attendez, c'est oui, ok, 100% de satisfaction, mais je dirais, essayer de voir un peu plus loin. Et puis, on ne garde pas 100% de satisfaction en s'endormant sur ses lauriers. En en général, celui qui a 100%, c'est qu'il travaille déjà beaucoup l'amélioration continue. Oui, oui. Hop. Alors, supposons que j'ai eu des non-conformités au premier audit. Hmm. Comment est-ce que ça se passe de la même façon? Est-ce que ça implique des choses sur cet audit de surveillance? Effectivement, oui, oui, oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, il a l'auditeur a le rapport d'audit de l'an dernier. Si c'est le même, il se souvient, il se rappelle, d'accord, puisque il a les écarts, vous avez répondu, il a dû les examiner, il a donné je dirais, des avis favorables. Vous avez été certifié sur la promesse de mettre en œuvre des actions. Donc, alors, l'auditeur a levé les non-conformités et à l'audit de surveillance, il doit les solder. Ça veut dire qu'il doit regarder si les actions que vous avez écrites et que vous avez dû initier sont vraiment efficaces. Donc là, on va prendre du temps. Si vous avez 2 ou 3 non-conformités, ça peut aller vite. Par contre, si vous en avez eu beaucoup plus, on va prendre le temps de. Alors, en règle générale, moi, j'aime bien le faire en début. Parce que tout à l'heure, je vous disais, dans le déroulé, on regarde s'il y a eu des évolutions, s'il y a eu des nouvelles formations ou des évolutions des formations. Moi, j'aime bien le faire au début pour voir si, je dirais, l'ensemble des non-conformités ont réellement été mises en œuvre. Enfin, des actions issues des non-conformités. Ce qui permet d'aller voir, lorsqu'on regarde les dossiers, s'il y a une influence sur les dossiers, de voir qu'effectivement, ça a réellement été mis en œuvre et que les actions que vous avez développées et initiées ont bien porté leurs fruits et qu'elles sont efficaces. Donc, il ne faut pas attendre le jour de l'audit de surveillance pour reprendre le rapport d'audit initial et réaliser les promesses, en fait. Ça doit se faire tout au long, puisqu'on Trop tard, on doit retrouver les traces dans les dossiers, quoi. trop tard, mon capitaine, trop tard, trop tard. Il faut anticiper. Le but, c'est vrai que l'audit initial, on est dans l'euphorie. À partir du moment où on a sa certification, tout le monde est content, tout le monde va œuvrer dans le bon sens. Mais faites attention. Si vous avez des non-conformités, pour ceux qui en ont, traitez-les bien, regardez bien. Est-ce que j'ai bien pris, alors, relisez-les ligne à ligne. Si vous avez mis en place 3 ou 4 actions, prenez l'action numéro 1, est-ce que je l'ai vraiment mise en œuvre? L'action numéro 2, est-ce que je l'ai vraiment mise en œuvre? Prenez le temps de le regarder. Ça. Tout à fait. Ok. Et si donc mon audit initial, enfin outre les non-conformités, mais si ça s'est mal passé, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux à l'audit de surveillance? Si ça s'est mal passé, c'est que le courant n'est pas passé entre vous et votre auditeur. Donc, il faut changer. Il faut changer d'auditeur, et demander à l'organisme certificateur de proposer un autre auditeur, en fait. Donc ça c'est un droit. On n'est pas obligé de garder l'auditeur de départ si ça s'est mal passé. Et le certificateur doit proposer un deuxième auditeur. Oui, 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 il est obligé. Non, il est obligé, D'accord. il peut pas rester comme ça, parce que si ça s'est mal passé, or, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne s'est pas compris. Donc ça arrive, ça arrive. C'est pas, comment dire, c'est pas inhérent à l'organisme. C'est peut-être que l'organisme ou l'auditeur n'était pas dans un bon jour ce jour-là, ou alors il y avait peut-être un niveau d'exigence un peu trop élevé par rapport à l'attendu. Et on sait tous que discuter avec un auditeur, quelquefois, comme on n'a pas l'expérience, on n'ose pas trop. Hmm. hein. Mais il faut y aller. Faut y aller. Faut pas non plus se laisser faire. C'est une relation, je dirais, client-fournisseur aussi. Donc vous êtes le client. Donc si vous n'êtes pas satisfait d'un auditeur, n'hésitez pas à demander son changement. Ok. Et si de façon plus globale avec le certificateur, j'ai pas été satisfait
pas que de la prestation de l'auditeur, mais de la prestation du certificateur. Alors, Est-ce qu'il est possible de changer de certificateur pour l'audit de ouais, surveillance? c'est une possibilité qui existe. Ouais. Il faut dénoncer le contrat et puis repartir chez un autre organisme certificateur, voir avec lui, hein, lui expliquer la situation. Et lui va décider. Alors, après, je dirais, si ça s'est mal passé, qu'il y avait beaucoup de non-conformité, vous avez répondu, les réponses, lui, il va vous demander, hein, je dirais, le rapport d'audit avec les réponses aux non-conformités. Et après, bon, il va évaluer, hein, le risque. Donc, on est toujours dans cette situation-là. Alors, soit il va vous proposer directement un audit de surveillance, hein, c'est possible, ou alors il va vous dire, bah non, monsieur, on repart sur un audit initial, et après, et là, on repart sur des bases saines, en fait. Oui. Donc, suivant mon rapport d'audit, si mon premier audit initial s'est très bien passé, j'ai pas eu d'écart, le nouveau certificateur le verra et pourra être en confiance pour dire, OK, on fait un audit de surveillance. Mais si Oui, mon premier audit s'est très mal passé, j'ai eu beaucoup d'écarts avec des majeurs, le nouveau certificateur va peut-être dire, non, non, bah, on recommence du départ avec un audit initial. oui, parce que il faudra du temps, hein, parce on est toujours sur la même, comment dire, la même thématique, hein. Un auditeur doit bien regarder, doit être sûr de son coup. Hein, il va pas vous dire, bah là, je vous avais répondu, alors il va regarder ce que vous avez proposé ça. Là, vous avez répondu partiellement. Donc, expliquez-moi pourquoi vous avez changé d'avis. Alors attention, hein, c'est vrai que lorsqu'on met en place une action corrective sur un écart, on peut le moduler, hein, en fonction de certains éléments, de certains critères. Donc là, Mhm. préparez bien vos arguments. Hein, il faut être prêt. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau préparation, il faut être au top. Hein, c'est comme pour l'audit initial, hein. Il faut bien se préparer. Ouais. Oui, tout à fait. La préparation reste la clé. Est-ce que dans le cas où un audité est très stressé, manque de confiance en lui, est-ce qu'il peut se faire accompagner par un consultant le jour de l'audit? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. De ce côté-là. Alors, le consultant, il faut bien prendre quelqu'un qui connaît les rouages, hein, de l'audit, hein, qui a déjà participé à beaucoup d'audits, hein, qui connaît bien le dispositif, hein, parce que c'est pas lui qui va répondre à votre place, hein. L'auditeur accepte. De toute façon, à partir du moment où il y a quelqu'un pendant l'audit, il peut répondre, mais on insiste bien, hein, s'il y a un consultant qui est là, qui a participé ou aidé l'entreprise à monter son système ou à répondre aux écarts, il n'est pas là pour répondre à la place de l'organisme, hein. C'est l'organisme qui est audité, pas le consultant. Alors le consultant ou l'expert, alors si il faut que ce soit un vrai expert, hein, il va argumenter, hein, il va vous dire, il va peut-être défendre aussi votre position si l'auditeur n'a pas tout à fait compris. Hein, il peut vous dire, attendez, monsieur, non, là vous allez un peu trop loin, le système, enfin, le référentiel ne demande que ça. Donc on vous a répondu, donc là on arrête. Vous voyez, hein, ça va être un peu votre avocat, hein, avocat de la défense, qui va réguler, hein, il est là pour réguler un peu je dirais, les discours. Vous voyez, hein, D'où l'importance de son niveau d'expertise tout à fait. d'audit, puisque c'est lui qui pourra juger à n'importe quel moment si la question, si jamais elle déborde du référentiel, lui, il pourra recadrer. Et s'il a ce niveau d'expertise, il saura aussi que c'est pas lui de répondre et c'est pas lui d'intervenir à la place de l'audité, mais qui pourra amener des éléments en complément quand c'est nécessaire. D'ailleurs, votre expert doit vous prévenir, doit vous avertir de ça. Il va vous dire, écoutez, je suis là, je fais acte de présence, si tout se passe bien, je n'interviens pas. Hein, alors, ça peut être une présence aussi rassurante, hein, pour un Mm, organisme, hein, d'avoir quelqu'un qui, si on bafouille, si on n'arrive pas à trouver ses arguments, va pouvoir prendre le relais, hein. Mais tout à fait. uniquement au cas où, hein. Donc, il doit vous l'expliquer, hein. Si c'est un vrai expert, il va vous dire, attendez, moi, je suis là, je vais intervenir quand vous serez je dirais, En quand ce sera difficulté, nécessaire ou lorsque vous serez en difficulté, mais je ne réponds pas à la place, hein. d'accord. Ok. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour réussir cet audit de surveillance?
C'est la préparation. C'est comme l'audit initial, hein. Donc, plus la préparation sera top, plus vous serez bon. Hein. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez passer par un audit blanc. Un audit blanc avec votre expert ou avec nous, hein, comme vous voulez. bien Donc, sûr. c'est possible. Nous, et un audit blanc de surveillance, pour en avoir fait quelques-uns dans le cadre, je dirais, de nos activités. On pose des questions auxquelles les gens ne pensent pas. Hein. Donc ça leur met la puce à l'oreille et ils disent ah oui ça j'avais pas pensé donc je vais regarder. Vous voyez. Après bon nous on fait des audits hein, donc aussi bon les auditeurs que vous avez rencontrés à l'audit je dirais à l'audit initial eux on en fait aussi. Hein. Donc ça fait peut-être un an et demi. Bon ils en font peut-être pas tous les jours mais ils en font régulièrement. Donc le référentiel ils le possèdent, hein, ils le connaissent. Ils savent ce à quoi comment vous devez répondre. Alors, quelquefois, c'est un peu l'ennemi du bien parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils ne l'ont même pas relu. Hein. Ouais, Donc, il est quelquefois bon hein, si vous avez un désaccord avec un auditeur, de dire attendez, monsieur, on va reprendre le libellé de l'indicateur et on va regarder ensemble comment ça se passe. Ça, c'est faisable. Hein. tout à fait. Ça veut pas dire que vous prenez votre auditeur pour quelqu'un qui n'y connaît rien, mais vous regardez avec lui hein, et vous essayez d'interpréter hein, je dirais d'interpréter pour l'organisme hein, le contenu, le libellé de l'indicateur. Ça, c'est aussi des choses intéressantes. Alors, si en plus vous avez un expert avec vous, voilà vous avez vous discutez à trois voix et ça peut être intéressant. Vous voyez. Mm, mm. Alors, aussi, comment dire, faut se préparer. Enfin, l'audit blanc, c'est aussi ce qui est très bien aussi. Hein, ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de sain. En fait. Et donc, en cas de mauvaise préparation ou autre, quels sont les risques de rater l'audit de surveillance? Ah ben là, si vous n'avez pas, je dirais, regardé tous vos dossiers, si vous les avez pas, comment dire, examinés un petit peu, ben là, vous risquez de passer à côté de certaines choses, parce que des dossiers, vous allez en traiter beaucoup. Hein, il y en a beaucoup que vous n'avez pas tous les regarder, hein, donc vous risquez d'avoir des petits soucis à un moment donné. Vous voyez. Relisez aussi votre rapport d'audit initial. Hein, dedans, il y a beaucoup de choses. Hein, vous pouvez D'accord. vous recentrer sur comment dire, sur ce qui est important. Vous voyez. Et qu'est-ce qui peut se passer donc si on a trop de non-conformité à l'audit de surveillance? Est-ce qu'il peut y avoir un audit complémentaire, par exemple, qui est C'est, demandé? c'est la même démarche qu'à l'audit initial. Vous allez vous retrouver dans le même cas. Hein. Si vous avez levé le pied, vous n'avez pas, vous êtes allé un peu, comme on dit, les mains dans les poches. Hein. Et voilà, l'audit initial s'est bien passé. Bon, j'avais mis en place tout ce qu'il faut. Allez, j'y vais comme ça, je me prépare pas, j'y vais. Bon, le risque, c'est que l'auditeur, il va regarder son œil, euh, il va traîner partout. Vous voyez. Il Hein. Donc, il va voir les choses. va être plus Peut-être que vous, vigilant. voilà, hein, que vous avez, vous, peut-être par habitude aussi, par convenance aussi, peut-être par habitude, on va dire, bon, tiens, oh, il y a pas le visa du formateur, bon, c'est pas grave, ça passe comme ça. Hein. Ou alors, tiens, ça c'est pas complété, il n'y a pas la croix là, bon, allez, on va laisser comme ça. Non, il faut vraiment, je dirais, être au cordeau en ce moment-là. Hein. Mm. Donc, si vous avez beaucoup de non-conformité, ben, le risque, c'est même qu'à l'audit initial, hein, vous allez devoir y répondre dans un temps donné. Hein. Si vous n'y répondez pas suffisamment vite, eh ben, ça peut être un retrait de certificat, voire une suspension de certificat, voire un retrait du certificat. Donc là, vous êtes en difficulté. Et donc, il faut repartir hein, sur un audit initial, mais vous avez quelques mois d'attente. Est-ce que, autre question, Patrice, puisque tous les rapports d'audit sont conservés par le certificateur, j'imagine qu'ils peuvent être analysés aussi au cas où il y a une plainte contre un organisme de formation. Hmm. Donc, on peut imaginer qu'un organisme de formation qui a à chaque fois des non-conformités à ses audits peut être mal vu ou avoir une incidence sur sa réputation si jamais il y a
une plainte qui est formulée contre lui, que le certificateur doit répondre? Est-ce que ça peut avoir une incidence? Oui, ça peut mettre le doute. En fait, la relation entre l'auditeur et l'organisme, c'est une relation de confiance, hein. Donc, il faut pas qu'il y ait il faut que la confiance soit mutuelle, hein. Si l'auditeur, bon, il est venu à l'audit initial, il y avait des non-conformités, ok, vous avez répondu, il revient à l'audit de surveillance, mais vous n'avez pas traité dans la totalité, il reste encore des petites choses, il retrouve d'autres non-conformités. La confiance, je dirais, elle est toute relative, hein. Donc, on va dire, mais attendez, monsieur, là, donc là, l'auditeur peut taper fort, hein. Il peut vous dire, attention, là, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment vous y mettre. Vous voyez. Alors c'est vrai que alors si en plus, hein, il y a des plaintes qui viennent de l'extérieur, hein, qui arrivent à l'organisme certificateur, et que l'auditeur doit en parler, doit les traiter, il faut vraiment être armé, hein. Ouais. Mais Donc, il faut vraiment bien se préparer. Le niveau de préparation est le même, voire plus, hein, que le niveau de l'audit initial. Parce que là, vous avez un historique, hein, vous avez des dossiers, hein, vous avez comment dire, des preuves, vous avez des traces, hein. Donc il faut que celle-ci soit correcte, en fait. d'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Patrice, pour tous ces éléments. Là, je pense qu'on a vraiment balayé les points essentiels pour bien aborder la préparation, au moins. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. En effet, c'est vrai qu'on propose des audits blancs. On propose aussi, évidemment, les formations de préparation avec des coachings et également de la présence aussi le jour de l'audit pour ceux qui en ressentent le besoin. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services s'il y a besoin. Merci encore, Patrice. Je te souhaite une excellente journée, puis on se retrouve bientôt. Ok, François, merci à toi et bonne journée. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.